Moi, je suis personnellement très heureuse et honorée, Juan aussi, d'accueillir aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois, hein, il est un habitué, bien sûr, de notre séminaire, un habitué très respecté, très aimé. Alors, Claudio Paolucci est professeur ordinaire de philosophie et théorie du langage au département de philosophie de l'Université de Bologne, où il enseigne la sémiotique et la philosophie du langage. Il est aussi directeur du Centre international de l'activisme et de sémiotique cognitive, le coordinateur scientifique du Centre international des sciences humaines Umberto Eco et il est président de la Société de philosophie du langage et on le félicite pour toutes ses charges. Depuis 2018, il est aussi l'un des deux membres du comité de nomination de la Charles Sanders Peirce Society. Il est co-directeur avec Anna Maria Lorusso de la revue Versus. En ce qui concerne ses projets de recherche, je tiens à rappeler qu'il a été principal investigator de deux projets européens, Nemo et Fake Spotting, le premier sur l'autisme et le second sur les fake news, l'énonciation et la vérification des faits. Depuis 2019, il est le chef d'équipe à l'Université de Bologne pour le projet européen MEME, moi, les médias, fostering social media, literacy competencies through interactive learning sets for adults with disability. Il a été chercheur invité dans plusieurs universités, je vous rappelle simplement l'UHSS, les universités de Sofia, Prague, Memphis et d'autres. Et il a publié plusieurs livres. Je ne rappelle que Structuralismo e Interpretazione de 2010, Persona de 2020 et Cognitive Semiotics 2021. Il prépare aussi un livre pour Einaudi, il primo libro di semiotica, c'est quand même quelque chose de prestigieux. Et il m'annonce aussi que bientôt paraîtra un livre sur la sémiotique de l'intelligence artificielle. Sinon, ces écrits ont été publiés par des éditeurs importants, tels que Routledge, Brill, De Groot, Droz, etc. Bien sûr, Bompiani, Feltrinelli et Mondadori. Je renouvelle mon bonheur à t'avoir ici et je te donne la parole pour ta conférence d'aujourd'hui. Alors, c'est cool, c'est une manière de terminer cette année. Et donc, c'est une responsabilité, j'espère que tout va marcher bien. Alors, Nietzsche disait que ce n'est jamais à l'origine qu'une chose peut révéler son essence, mais qu'elle ne peut la révéler que dans un tournant de son évolution. Alors, je crois que l'intelligence artificielle générative représente ce tournant et que l'essence révélée par les nouveaux énoncés machinaux en tournant de notre évolution est précisément la nôtre d'être humain, mais je veux dire, des animaux sémiotiques, je voudrais dire. Alors, face aux nouvelles machines qui possèdent des langages, on va voir ça, c'est nous qui sommes en jeu, et ces machines nous montrent maintenant de manière profonde et claire quelque chose d'important sur notre propre sens d'animaux sémiotiques et sur notre fonctionnement. Alors, en effet, dans la tradition de la sémiotique, de la philosophie du langage, on a très souvent identifié dans les langages la sens même de l'être humain. On a justement souligné que le célèbre logonikon d'Aristote ne pouvait être traduit comme on l'a fait par un humain rationnel. Et cela, non seulement parce que ratio n'était pas une traduction fidèle du grec logos, mais aussi parce que chez l'être humain, tout le monde le sait, les comportements rationnels est très rare, qui constitue plutôt qu'un absence, une sorte de telos, que seul quelqu'un atteigne avec effort et dévouement. Et malheureusement, ce n'est pas par hasard si Maurice Ferraris, qui est un philosophe italien, disait que l'essence de l'homme n'est pas la rationalité, mais bien l'imbécilité. C'est pas
Ce n'est pas une blague. Pourquoi? Parce que imbécile signifie en effet faible, hein, ça c'est signifié, sans bâton, c'est une baculum, ça veut dire faible précisément en tant que sans bâton, hein, c'est-à-dire privé des prothèses et d'appui extérieur. Alors, l'essence de l'homme serait alors celle de devoir construire ces prothèses en s'hybridant avec l'environnement pour s'émanciper de sa condition de faiblesse constitutive grâce à des machines et des proto-machines. Donc, c'est justement pour cela que l'on peut penser que l'homme en école pouvait être traduit par un animal doté du langage, ou un animal qui pense à travers le discours. Et vous pouvez dire ici que parler, hein, on peut penser qu'elle n'est pas une activité biocognitive unique et propre à l'espèce humaine, qu'il s'agit d'autres activités partagées avec les autres vivants, qu'une activité qui, de son apparition, réorganise et spécifie toutes les activités cognitives humaines, compris celles que l'homme partage avec les autres animaux non humains, comme la perception, l'imagination, la mémoire, le désir, la possibilité. Alors, c'est pourquoi la construction de machines capables de langage, capable d'énonciation, je vais expliquer extrêmement ça, représente un véritable tournant de notre évolution, car elles sont en mesure de réorganiser toutes nos activités cognitives. Alors, même si l'on ne considère pas que l'être humain soit le seul animal doté du langage, je ne pense pas, par exemple, il est certain que, par exemple, les GPT et les autres intelligences artificielles génératives sont les premiers non-animaux dotés de langage. C'est pourquoi la tendance actuelle consiste à leur nier cette capacité, en affirmant, tour à tour, qu'elle ne comprend ni n'exprime des significations, qu'elle manipule uniquement de façon fantastique le plan de l'abstraction des langages, que ce qu'ils font consiste seulement à manipuler des chaînes de portes signifiants, car elles n'ont pas encore rencontré leur contenu, chaînées établies par des pondérations statistiques fondées sur ce qui a déjà été dit, ou qu'ils ne représentent qu'une grammaire sans contenu ni signification. Ce sont toutes des choses que vous avez entendues dans sur ça. Alors, l'expression la plus emblématique formulée cette dernière année par ceux qui adoptent cette position, et nous qui, l'intelligence artificielle générative, soit les premiers non-animaux à posséder le langage, et peut-être celle qui a qualifié, qui voulait à ChatGPT, des perroquets stochastiques. C'est ça. Alors, nous sommes en quelque façon confrontés à une alternative que Pierluigi Basso a parfaitement mise en lumière, à mon avis. Alors, ou bien l'intelligence artificielle est un ersatz de la culture, un substitut du langage et un simulacre de l'intelligence, ou bien elle représente une nouvelle forme de médiation qui, comme le langage pour l'animal humain, reconfigure et réorganise toute notre activité sémantique et cognitive de manière totalement inédite, impensable avant 2022. Alors aujourd'hui, évidemment, je défendrai la seconde thèse. En prétendant attention à ces machines de langage qui représentent un nouveau bâton pour nos activités cognitives, sur lesquelles nous nous appuyons et avec lesquelles nous enchaînons notre parole à la première personne. Car je crois que la révolution entamée en 2022 aura, dans quelques années, un effet majeur. C'est lui de transformer radicalement notre discipline, la sémiotique, qui sera bientôt très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, je tenterai de vous montrer ce que je parviens à entrevoir de cette transformation en 2025, à propos du problème sémiotique de la signification. C'est comme un nouveau panorama que nous Avril n'est pas sans une activité bio. Attendez que je vais... Ce qui se passe? Oui, oui, non, je dois muter une personne. Ah, pardon, je sais pas. Non, elle s'est mutée, oui. Pardon. Et alors, je vais
travailler sur le problème sémiotique de la signification, hein, et c'est comme un nouveau panorama que nous apercevons pour l'instant de loin, hein, mais que je pense que dans quelques années, surtout par les jeunes ici, transformera notre discipline de fond en comble. Hein. Alors, je pars de ce que j'ai dit l'année dernière. Ici, hein, ici, je montrais quelque chose qui me semblait important. Hein. Pour la sémiotique, hein, c'est la thèse du benveniste, la subjectivité naît de la capacité d'énonciation. C'est ego qui dit ego. Et la subjectivité, hein, c'est-à-dire la conscience de soi, la capacité que l'être humain a de se poser comme objet de ses propres réflexions, dépend chez les enfants à développement typique, et précédé chez les enfants à développement typique, du bon développement de trois compétences hein, que vous pouvez lire. Le pretend play, hein, 16-18 mois, dans lequel la femme apprend à jouer en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Hein. Je suis Batman, toi Superman. Le mind reading, 13 mois, dans lequel l'enfant comprend à un moment donné que les autres agissent selon leurs propres instructions, au point qu'il doit savoir mettre entre parenthèses ce qu'il sait, sans ou désir, pour se placer du point de vue de ce qu'il sait, sans ou désir l'autre. Hein? Troisième point, troisième skill, hein, la compétence sémiotique qui se développe vers 9 mois, grâce à laquelle l'enfant apprend à utiliser des fragments du mot ou de son corps comme des signes de quelque chose d'autre. Hein. Avant 9 mois, si vous montrez quelque chose à un enfant, il regarde votre doigt. Hein. Après 9 mois, il regarde dans la direction dans laquelle vous êtes en train. Donc, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'aucun d'entre nous ne nierait la subjectivité à un enfant atteint de troubles du spectre autistique, qui, comme vous le savez, ne possède aucune de ces trois compétences nécessaires au développement de la subjectivité. Il ne joue jamais à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, n'ont pas la capacité de mind reading et n'utilisent pas les morceaux du corps ou du monde comme des signes. Hein? Et pourquoi personne ne la lumière? Hein? Parce que la femme avec le trouble du spectre autistique est un humain. Alors que presque tout nierait la subjectivité à ChatGPT. Hein? Bien que ChatGPT possède en revanche ces trois compétences qui rendent possible la subjectivité. Il a tous les trois. Hein? Vous avez beaucoup travaillé cette année sur la capacité de l'IA générative à générer des aimants en faisant semblant d'être Van Gogh. Hein? Alors, et pourquoi lui nierez-vous la subjectivité? Évidemment parce que c'est une machine. Hein? Il y a d'autres raisons. Alors, il s'agit, hein, comme nous le verrons aujourd'hui, de la stratégie la plus répandue actuellement. Nier aux nouvelles machines capables de faire des choses qu'aucune machine n'a jamais fait auparavant, des compétences que nous avons toujours considérées comme des propriétés exclusives de l'être humain et de l'être humain en tant qu'animal sémiotique. Hein? Par exemple, sémiotique même, la première de ces propriétés que nous nions est l'énonciation. Hein? Il y a un très bel article de Marion Colablet, qui est dans sémiotique, qui était cité par Massimo Maria Giulia. Marion est prête à reconnaître à l'IA générative des capacités créatives, mais lui dénie toute capacité d'énonciation. Hein? Fontani, le séminaire d'Alain-Désir, disait peut-être quelque chose de semblable, mais je n'ai pas trouvé en publication de Jacques, alors je ne me semble faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Mais il y avait cette idée qu'en quelque façon, on faisait des productions de sémiotique monoplanaire, des manipulations statistiques du plan de l'expression. Hein, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse l'idée générale. C'est l'argument du Marion, par exemple, est un exemple sémiotique d'une série d'arguments plus généraux. Hein, qu'on retrouve aussi au dehors de la sémiotique, hein, et qui utilisent tous la même stratégie. Quelle stratégie? Séparer ce que fait une machine des capacités que nous attribuerions à un être humain lorsqu'un être humain accomplit exactement les mêmes tâches. En d'autres termes, nous ne sommes pas disposés à accorder les mêmes droits à la machine.
Si nous faisons certaines choses, nous sommes intelligents. Mais la machine peut les faire et rester stupide. Si nous faisons certaines choses, nous énonçons et produisons du sens. Mais si c'est la machine qui les fait, alors elle ne n'ose pas et ne gère à notre façon de signification. Si nous faisons certaines choses, par exemple traduire un texte complexe de sémiotique de l'italien en français, cela prouve une grande intelligence. C'est moi que je le fais, vous êtes très intelligent. Mais si ces mêmes choses sont faites par la machine, comme c'est le cas pour le texte que vous êtes en train d'écouter en ce moment, cela ne prouve qu'une chose, qu'on pouvait faire la traduction à zéro intelligence. Avec zéro intelligence. Alors, je voudrais dire que l'argumentation contemporaine sur l'intelligence artificielle, indépendamment de la discipline, repose sur la séparation entre agency et pensée. Ou en sémiotique, entre agency et énonciation d'un côté et entre agency et signification de l'autre côté. Autrement dit, la machine agit, elle fait des choses qui, si c'était nous qui les faisions, seraient sans hésitation considérées comme des activités sémiotiques ou comme des manifestations d'intelligence. Mais puisque c'est elle qui les fait, ce ne sont ni l'un ni l'autre. En bref, tout c'est forcément sémiotique, mais tous les arguments contemporains sur l'intelligence artificielle reposent sur la séparation entre agency et intelligence, entre agency et signification, entre agency et énonciation. Puisque l'on ne peut nier que la machine fait, que la machine agit efficacement, alors le fait qu'elle agit efficacement n'est plus une composante constitutive de l'intelligence, du sens ou de l'énonciation. Alors, attention, cette séparation entre agency et énonciation en sémantique, même si vous la faites, aura tout de même des conséquences. La définition de l'énonciation chez Benveniste, vous me rappelez, par exemple, était justement que l'énonciation était l'acte qui produit l'énoncé, dont l'énonciation était un verbe. Et l'agency en était une composante constitutive. Donc, évidemment, moi, qui suis un pragmatiste et un activiste, en quelque façon, je ne peux pas accepter cette séparation entre agency efficace et pensée, entre agency efficace et signification, entre agency et énonciation. L'agency est une composante constitutive de la pensée, du sens et de l'énonciation. Alors, pour critiquer cette position, comme j'aime toujours le faire, je prends je pense être les meilleurs exemples. Les plus connus, les plus cités en Europe, au point qu'il est devenu le gourou européen de l'intelligence artificielle. C'est lui que tout le monde va demander des choses quand il y a quelque chose sur l'intelligence artificielle. Alors, les principaux représentants de cette attitude est Luciano Flores. Vous le connaître, un Italien qui travaille à l'université d'Oxford, qui est analyste pour la BBC et la RAI sur tous ces sujets. Alors, on va lire. La thèse de Floridi est que l'intelligence artificielle repose sur une scission, c'est le mot anglais qu'on utilise est decoupling, entre l'action efficace et l'intelligence. Selon Floridi, je cite, c'est précisément lorsqu'une tâche comme la traduction ou la reconnaissance vocale peut être accomplie pour une machine qu'elle cesse de nécessiter de l'intelligence, montrant ainsi qu'elle pouvait être réalisée sans intelligence. C'est une citation. En somme, traduire peut être fait avec l'intelligence zéro et toutes les choses extraordinaires qu'il y a actuellement accomplies révélaient leur nature stupide, précisément au moment où la machine est capable de les exécuter. Qu'on soit bien clair, traduire correctement exige beaucoup d'intelligence de la part d'un être humain, mais n'est requiert que de la stupidité pour une machine. Elia serait une sortie du roi Mida de la stupidité. Roi Mida de la stupidité. Dès qu'elle a compris une tâche avec efficacité, elle en révèle l'essence intrinsèquement stupide. Au point qu'il apparaîtrait que c'était nous qui rendions cette action intelligente, comme par exemple produire des émotions. Donc la machine
nous montre maintenant qu'il est possible de les exécuter avec un intelligent zéro. Hein, c'est le mot qui Floridi utilise. Alors, il y a au moins 2 points dans cette thèse de Floridi qui méritent la vie approfondissement, critique et aussi dépassement. Car il révèle très bien sa conception de la pensée et de l'intelligence. Hein. La séparation entre action efficace et intelligence, c'est le premier point. Hein. Selon Floridi, ce sont des choses fondamentalement différentes. Au contraire, je pense qu'il est très raisonnable de soutenir non seulement qu'elles sont liées et corrélées de manière telle que même le découpling de l'intelligence artificielle n'a pas réussi à les séparer. Mais plus profondément encore, moi, je veux dire que l'intelligence consiste précisément à agir efficacement dans le monde. En fait, certaines propriétés que nous avons en tant que nous, pour constitutifs de l'être humain, comme l'intelligence, le langage, la conscience de soi, etc., dérivent toutes 3 de l'action efficace. J'espère l'avoir montré dans mon livre Personne, ici l'année dernière, à propos de la conscience de soi. Notre capacité à nous poser comme objet de nos propres réflexions dépend précisément de notre besoin d'agir efficacement dans l'environnement. Plus généralement, Floridi peut séparer pensée-action parce qu'il conserve encore une vieille conception de la pensée issue de la philosophie analytique du langage et des anciennes sciences cognitives, selon lesquelles la pensée est ce que nous avons dans la tête, tandis que l'action est le résultat, la sortie de la pensée. La perception était et l'action, c'est le résultat. Mais en sémiotique, nous avons toujours été à la fois pragmatistes et socioriens. Non seulement la pensée est en masse en forme, masse en mort avant l'apparition de tous ces linguistiques, mais plus profondément encore, la pensée est une forme d'action, une forme de double. Ce n'est pas par hasard si l'inventeur de la sémiotique américaine est aussi l'inventeur du pragmatisme. Vous avez ici la citation. C'est un travail sur le signifié, sur la signification. To develop the meaning of something, we are therefore simply to determine what habit it produces. And what it means is simply what habit it involves. Now, the identity of the habit depends on how it might lead us to act. You see the connection between the two, but barely. You can read it on your own time. I want to underline this. Thus, we come down to what is tangible and conceivably practical as the root of every real extension of thought, no matter how subtle it may be. And there is no distinction of meaning, meaning, so fine as to consist in anything but the possible difference of practice. This is the sentence that I always think about when I have to think about something. Thought is an action. And that it consists in a relation. Thought is an action, consists in a relation. Alors, le deuxième problème de la vision de Floridi est, je dirais, anthropologique. Oui, on arrive à la sémiotique. C'est le problème qu'il prend l'intelligence humaine comme norme de référence pour définir l'intelligence en général. Cette attitude anthropocentrique qui sert à sanctionner toute déviation par un jugement des erreurs intelligentes, à mon avis, ne peut pas être appliqué. Il me semble essentiel d'examiner les lieux où les choses se font différemment de la manière humaine, comme c'est certainement le cas pour l'IA, sans pour autant les considérer comme dénués d'intelligence. Alors, Floridi est affectionné. Moi, j'adore. Je ne sais pas parce qu'il a mis cette légume-là. C'est de l'intelligence artificielle. Alors, on va les laisser. Je ne sais pas ce qu'il a choisi du maïs pour Shannon McCarthy et Minsky. C'est super bien. Et Floridi est affectionné particulièrement à une définition de l'intelligence artificielle qui remonte à ses origines. C'était McCarthy et Minsky. Rocher Shannon, dans la thèse fondateur du 1955, définissait les problèmes de l'intelligence artificielle de la manière suivante. Maintenant, de côté certains problèmes très longtemps. The AI problem is taken to be that of making a machine behave ways that would be called intelligent if a human were so behaving.
sont les comme si fondamentales. Ils semblent désigner un principe de parité, mais en réalité, ils installent une profonde asymétrie. Seuls les comportements humains sont considérés comme intelligents. Le comportement d'une machine, lui, ne peut être qualifié d'intelligent que par conversion et à titre provisoire. Si, en remplaçant un humain par une machine, ces comportements nous semblent, à nous, intelligents. Il s'agit d'une version du test de Turing. C'est le contraire du test de Turing. Le test de Turing permet qu'on devait considérer une machine comme intelligente si un humain ne pouvait la distinguer d'un autre humain. Ici, la substitution est inversée. La machine agit, mais n'est dite intelligente que si, en la remplaçant par un humain, les comportements paraissent intelligents. Toutefois, même si ses collègues ne s'engagent sur l'humain dans l'intelligence est certaine, tout en soutenant leur jugement sur la machine. On ne dit pas qu'elle est intelligente, seulement qu'elle peut exécuter des tâches qui rendent les humains. Alors, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Floridi précise cette définition de cette version inversée du test de Turing. L'intelligence ne concerne que les humains. Les machines se comportent comme si elles étaient intelligentes, mais elles ne sont pas réellement. D'où des intérêts. Vous les voyez ici, je pense. Voilà. L'intelligence ne réside pas dans les comportements intelligents, les Kapling, les deux. Pensée et action sont dissociées. On peut agir efficacement sans penser. On peut agir efficacement avec zéro intelligence. Donc, il faudrait peut-être se méfier de ce qui contredit les vieux conseils de ma grand-mère qui disait réfléchir avant d'agir ou, comme Jacques a dit, avant de faire que ce soit. Et elle montrait aussi que pensée et action efficaces non seulement sont liées, puisque si tu agis sans penser, il y a peu de chances que ton action soit efficace, mais que les séparer conduit inévitablement à des situations désastreuses. Et c'est pourquoi il faut prendre position non seulement en faveur de Turing, mais aussi pour une version adaptée à la sémiotique de ce qui Andy Clark appelait les principes de parité. Vous connaissez la théorie de Clark, l'esprit entendu. Alors, quelle est cette version adaptée des principes de parité? Chaque fragment du monde ou de l'environnement accompli en action qui, s'il était accompli par un humain, serait considéré comme intelligent, alors cette action est intelligente. Parité de dignité entre l'humain et l'environnement, entre l'humain et l'humain. Ce principe de parité peut être aussi entendu, mais c'est sémiotique, et faire avec l'énonciation et avec la signification. On va voir ça. Alors, en anthropologie, il y a eu un temps où l'homme des sciences occidentales, souvent une personne d'excellence dans son domaine, interprétait les logiques d'autres sociétés comme étant d'intelligence inférieure, voire des zéro intelligence, exactement comme Floridi le fait avec les machines. L'exemple le plus emblématique, je suis sûr que vous le connaissez, c'est extraordinaire, et c'est celui de Lucien Lévy-Bruhl, anthropologue de génie dont la notion de métallité logique, c'est-à-dire réductible à l'intérieur de notre pensée, a profondément influencé la linguistique et le structuralisme. Par exemple, dans la théorie des oppositions participatives de l'unisienne. Et pourtant, Lévy-Bruhl, dont j'ai une très haute estime, intitula son ouvrage, vous savez, des fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Bien plus tard, certaines se sont dit que le monde où les choses se font autrement n'est pas nécessairement un monde inférieur, que les structures prélogiques de la pensée ne sont pas inférieures aux structures logiques. En fait, on les retrouve dans les langages, dans le problem solving, dans la pensée narrative, bien d'autres formes occidentales de mise en sens de l'histoire. Mais il aurait peut-être suffi de penser que logique autre n'est pas nécessairement une logique inférieure. Et on aurait pu intituler le livre autrement, ce qui éviterait à bien des éditeurs de trouver aujourd'hui un malaise. C'est un dommage, parce que c'est un ouvrage extraordinaire.
Alors, ce qui vaut pour les vibroules vaut aussi pour l'intelligence artificielle. Bien sûr, selon notre sensibilité actuelle, il nous semble plus grave de qualifier une société humaine différente de la nôtre d'inférieure que de dire qu'une machine est imbécile, ou est stupide, ou intelligence zéro. D'autant plus que généralement, les machines ne migrent pas vers notre terre. Mais la logique est similaire. Et il peut être temps d'admettre que faire les choses autrement que nous les faisons ne signifie pas nécessairement les faire avec zéro intelligence ou avec zéro signification. Car au fond, cette idée repose uniquement sur une croyance. On ne doit pas acheter que penser et agir sont des choses différentes. Ils ne sont pas des choses différentes. Que l'action efficace peut être séparée des cas de l'intelligence. Alors, les tournants historiques mal compris, selon moi, notamment par le champion, qui, à mon avis, n'a pas compris ça, a eu lieu lorsque l'intelligence artificielle a battu les champions mondiaux de Go. Et je dis que Fleur n'a pas compris, car il s'agit d'un événement de nature radicalement différente de celui où notre intelligence artificielle a battu les champions mondiaux d'échecs. On a vu l'argument de Floride. Floride, on va bien jouer au échec et un signe d'intelligence chez un être humain, mais ce n'est absolument pas un signe d'intelligence chez une machine, car il s'agirait d'une tâche très facile pour une machine. Je cite Floride, toute comparaison entre nous et les machines est ridicule. L'intelligence artificielle accomplit des choses extraordinaires, mais l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Notre téléphone portable joue mieux au chèque que n'importe quel humain avec une intelligence zéro. Elle agit avec succès sans avoir besoin d'être intelligent. La machine à laver ou les lèvres-vaseilles fonctionne mieux que moi avec une intelligence zéro. Ce que Floride ne comprend pas, à mon avis, c'est que lorsque l'intelligence artificielle a gagné au Go, il s'est passé quelque chose de totalement différent que lorsqu'elle a gagné aux échecs, ou qu'elle a fait la lessive ou laver la vaisselle. Pour enseigner à l'intelligence artificielle à bien jouer aux échecs, nous lui avons enseigné les règles du jeu et l'avons programmée pour qu'elle fasse des choix efficaces durant la partie. Au point que lorsque les grands maîtres d'échecs ont observé les coups de la machine, ils les ont trouvés tout simplement extraordinaires. Il y a cette vidéo où Kasparov voit jouer Deep Blue, extraordinaire. Albert, lorsque l'intelligence artificielle a appris à jouer au Go, jusqu'à devenir assez forte pour battre les champions mondiaux de Go, personne ne lui avait enseigné les règles du Go. La machine a appris toute seule en observant simplement des millions de parties, des millions d'énoncés, sans connaître les règles. Ainsi, lorsque les champions de Go la voyaient jouer, ce coup semblait complètement insensé aux champions de Go. La machine paraissait complètement stupide, avec une intelligence zéro. Il disait, qu'est-ce qu'elle fait aux yeux de tous les champions de Go. Alors, quel est le distinct de l'astuce? Paraître stupide à ceux qui sont trop savants pour être malins. Peut-être, savez-vous que pour les banques, un bon payeur est quelqu'un qui contracte un prêt hypothécaire en GD avec plus de 80% de batterie sur le smartphone. Alors, quel rapport il y a entre les GD et la batterie du smartphone et le fait que vous rembourserez vos prêts régulièrement? Absolument aucune pour un être humain qui trouve cette information dénuée de sens. Et que certainement que le coût de l'IA semblait insensé et stupide aux yeux des champions de Go. Et pourtant, pour la machine, il existe une très forte corrélation entre le niveau de la batterie, les GD et votre capacité à être un bon payeur. Corrélation que nous-mêmes ne voyons pas, que la machine bancaire perçoit à travers son œil machinique et nous fait entrevoir à travers cet agencement machinique entre notre œil biologique et son œil.
Et nous en arrivons à la fin au problème de la signification. Hein? C'est ça. Ce que fait la machine nous paraît dépourvu du sens à nous qui faisons les choses autrement. Mais c'est juste dériver notre façon de faire comme norme et de sanctionner tout ce qui s'en accarte comme étant dépourvu du sens. Et donc, puisque ce que produit la machine serait des énoncés sans plan de contenu obtenus uniquement par manipulation fantastique sur le plan de l'expression, également les considérer comme dépourvus de toute capacité d'énonciation, ou bien n'est pas plutôt une certaine manière sémiotique de concevoir la signification qui vacille, se fondre selon votre sensibilité. Lorsque nous affrontons sémiotiquement aujourd'hui les logiques de l'intelligence artificielle, et c'est qu'elle a accompli, qui est un problème tout à fait nouveau. Alors, peut-être la vraie question à poser est celle de ce que l'intelligence artificielle fait à la sémantique sémiotique. Mais il y a bien d'autres catégories de la sémiotique que nous avons l'habitude de tenir pour établies. Par exemple, nous autres sémanticiens, si en France plus qu'ailleurs, avons l'habitude de concevoir les signifiés comme les plans corrélés en présupposant réciproque avec les signifiants. Mais c'est la seule manière possible de penser la signification et des signifiés. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Il suffit de rester dans la sémiotique pour constater qu'il existe des architectures sémiotiques extraordinaires qui fonctionnent très bien sans les pairs signifiants signifiés, sans penser les signifiés comme les plans corrélés en présupposition réciproque avec les signifiants. Par exemple, la sémiotique de Peirce découpe son objet autrement et rendre compte de nombreux phénomènes internes au plan de l'expression pour nous, sémioticiens structuralistes, comme les rapports entre la forme et l'expression, entre la substance et l'expression, à travers la catégorie des type talk, qui ne s'applique cependant pas au signifié. Selon Peirce, type talk, c'est seulement ce qu'on dirait le plan de l'expression. Lequel, comme nous l'avons, parce que le plan du signifié, vous l'avez lu, est lié à l'idée d'habitude, d'action et de tierceté. C'est ça. Mais la sémiotique de Peirce possède bel et bien une idée de signification, même sans celle des signifiants. Elle rend compte de nombreux phénomènes propres signifiants à travers d'autres catégories. C'est une manière de penser autrement que celle à laquelle nous sommes habitués. Mais alors, penser autrement que c'est à quoi nous sommes habitués n'est pas justement ce que l'intelligence artificielle nous demande de faire aujourd'hui. C'est exactement ça qu'elle doit faire. C'est-à-dire rendre compte de ce que nous tentions autrefois d'expliquer par les paires signifiés, signifiants, à travers d'autres catégories. C'est la sémiotique elle-même qui est mise en jeu par l'intelligence artificielle. Et peut-être qu'on se trompe lorsqu'on tente de rendre compte de l'intelligence artificielle à travers certaines des catégories, expressions, contenus, sémiotiques monoplanaires, qui ont été conçues pour rendre compte d'autres phénomènes. Ils ont été passés pour rendre compte d'autres phénomènes. Si on a quelque chose de nouveau. Alors, dès que vous libérez de la paire signifiant-signifié, il devient tout à fait très difficile de prétendre que l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ne passe pas par les signifiés. Je donnerai un seul exemple, parce qu'il passe par les signifiés. En réalité, j'en donne deux, les secondes, je donne à la fin. Alors, la théorie du sens, qui s'appelait modèle sémantique réformulé, que Umberto Eco a formulé dans son traité de sémantique générale en 1975, qui aujourd'hui semble avoir été écrite pour décrire ce qui font les modèles de langage de grande échelle. Peut-être fonctionne-t-elle moins bien pour la manière humaine de gérer les sens, au point que lui-même finira pour la mais décrit pourtant de manière tellement précise ChatGPT. Je donne cet exemple à la fois comme hommage à nos maîtres, aussi pour vous inviter au grand colloque que nous organiserons en Bologne l'année prochaine, qui portera précisément sur les idées
sur les idées d'écho qui tiennent encore en 2025. Eh bien, la théorie de la signification des cours de 1975 semble faite sur mesure, et j'étais vraiment stupéfait en la réalisant, pour décrire ce qui fait ChatGPT en 2020. Alors, l'idée principale, hein, l'idée principale de la sémantique d'Umberto Eco dans le traité de sémantique générale, c'est que la pragmatique, c'est-à-dire l'usage du langage, fait partie de la sémantique, c'est-à-dire de la signification. On ne peut pas séparer sémantique et pragmatique. Et que l'activité de production, d'interprétation, de gestion du sens est une activité essentiellement incomplète, dans laquelle l'opération principale qu'on fait, je l'ai aussi souligné, à la fois les on impersonnels et surtout les faits. C'est quelque chose qu'on fait, consiste à lui dire rempli de blanc. Pour ce qui concerne le premier point, ce qu'ils ont fait avec les langages fait partie de sa sémantique. Ici encore, vous ne pouvez pas séparer agency et signification. Le deuxième point est encore plus important. Nous conservons, exactement comme le fait ChatGPT, un fichier JPEG flou de l'information sémantique de l'encyclopédie. Exactement comme un fichier JPEG conserve une partie des détails d'une image sans en garder une reproduction originale et complète. Je sais que vous êtes familier avec ce concept, car Leonardo, en fait, vous en a parlé. Et alors, dans cette JPEG flou de l'information sémantique, il y a de la valeur, comme dans les compressions avec perte, car il faut décider ce que l'on conserve et ce que l'on peut perdre. Entre parenthèses, nous faisons cela à tous les niveaux, au niveau de la vision, au niveau des neurones, etc. On ne garde que les informations significatives. C'est celles qui ont de la valeur. J'en ai parlé l'année dernière ici. La signification nous sert à réduire la complexité de l'environnement. Alors, et donc, à partir de cela, à partir du JPEG flou, nous, comme ChatGPT, ne devons pas reproduire ou représenter. C'est une position anti-représentationnaliste de la sémantique. Mais on doit produire et recréer. C'est pour cela que nous sommes forcés à la sémantique et à la reformulation par interprétant. Car le signifié réduit la complexité de l'encyclopédie et, ne disposant qu'un d'un JPEG flou, nous sommes contraints de reformuler sans cesse. C'est pour cela que nous, comme ChatGPT, nous trompons et produisons des hallucinations en inventant des informations. Exactement comme à l'école, lorsque nous sommes interrogés sur un sujet dont nous avons une idée vague, un JPEG flou, et que nous ne voulons pas rester muets. ChatGPT doit deviner à partir d'informations incomplètes, vous le savez, ce qu'il fait n'est qu'un jet de prédiction du mot le plus probable ou du pixel le plus probable à partir d'informations partielles sur le monde qu'il reconstruit en découpant l'encyclopédie dont il dispose, à travers des sélections contextuelles et circonstancielles. Donc, disons le code. Puis, dans son modèle sémantique reformulé, c'est assez grave, qui va signifier ensuite, pour rendre compte de ce qu'il appelle les semaines comme encyclopédie, c'est-à-dire l'unité sémantique comme environnement sémantique, composé de connaissances préalables sur le monde. Vous savez qu'en colonie avec la Féodore soutenait qu'on ne peut pas séparer les connaissances de la langue des connaissances sur le monde. Que la sémantique sémiotique doit rendre compte de la manière dont nous gérons toute la connaissance encyclopédique sur le monde. Comme nous la taillons, l'activons, la reproduisons dans l'interprétation. Et qu'est-ce que c'est l'interprétation empirique? C'est l'énonciation. Et quoi appelle interprétation? La production des interprétations. C'est une notion intérieure. Alors, écrit sur ça, et lui dit, la figure du cercle, que c'est montré, représente une fonction
encyclopédiquement si complexe qu'elle manifeste divers types de parcours de lecture organisés différemment. B et C sont des dénotations et des connotations. Attention, pas au sens de Roland Barthes. Pour Rico, la dénotation est encore minime. Ça veut dire signifier fortement associé à la représentation sémantique d'un terme. Tandis que les connotations sont des représentations sémantiques plus faibles, moins centrales, donc plus dépendantes des parcours interprétatifs et énoncés. Contre sont des sélections contextuelles qui donnent des instructions du type tout est dans le contexte A, utilise les dénotations et conditions suivantes, lorsque le SMM est associé contextuellement au SMM. Cirque signifie utilise les dénotations et connotations suivantes, le SMM est accompagné situationnellement par le dénommement ou l'objet. C'est exactement ce que la machine fait lorsqu'elle produit des interprétants suite à vos prompts. Et notez bien que les mêmes paires de notation-connotation qui vieillissent pour une sémantique humaine, une sémantique linguistique, qui fonctionnent très mal pour une sémantique humaine à base encyclopédique, puisqu'on dirait, François Rastier, nous ne nous appuyons pas réellement sur des sens centraux, des cornilles ou des prototypes, mais ça fonctionne au contraire parfaitement pour la sémantique machinique. Parce que les machines s'appuient constructivement sur le contenu. Vous vous rappelez l'intervention de Maria Giulia, qui a montré très bien comme lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements face à des questions extrêmes, l'intelligence artificielle générative lutte contre ses propres clichés, contre ses sens centraux, contre ses codifications dénotationnelles qui sont comme une hydre qu'elle ne peut pas trancher. C'est le visage sans les nez. C'est quelque chose qui n'arrive pas à faire. Et quand il arrive à faire, c'est l'écrit à notre codage. C'est la masse du musée, c'est l'ornement du carnaval. Alors, cette idée selon laquelle la machine produit des énoncés en éloguant une encyclopédie à laquelle elle est coupée, cette idée, c'est comme laquelle l'opération première d'une sémantique machinique est l'ajout d'abstraction, pour considérer l'oxymore, c'est l'ajout d'abstraction par lequel nous rendons significatif un environnement sémantique en réduisant la complexité à travers la signification. Il fait naturellement penser, à mon avis, à une autre, c'est exactement ce qui fait la machine, il fait penser à une autre extraordinaire manière de concevoir la signification qui peut être qu'une sémantique future. L'image sera, je crois, très différente de la sémantique actuelle, devra considérer. Il s'agit de l'idée de sense-making issue de l'énaction, qui va formuler ça en théorie, la vie, la c'est qu'est le sense-making. Nous l'avons dit, il faut partir de la relation avec l'environnement. En effet, l'une des principales thèses de l'activisme est qu'à partir du couplage structurel entre l'organisme et l'environnement, en citation, de laquelle parle Linguistic Bodies, une sous-ensemble des innombrables formes de couplage avec l'environnement qui constituent le monde, c'est-à-dire les engagements perçus comme significatifs par l'organisme. Rien ne se produit dans ce monde qui ne soit pas significatif et en rapport avec lequel l'organisme ne prend pas position, dans le cas particulier de l'univers qui est ce. Alors, dans ces derniers travaux, Francisco Varela a nommé cette relation sense-making, identifiant ainsi, dès le départ, la structure cinétique, cet engagement avec l'environnement. Et il y a beaucoup plus de pour utiliser la terminologie de Gensler, le sense-making est le processus de découpe d'un continuum présémitique qui, à partir d'un nombre de relations possibles, sélectionne les relations les plus pertinentes sur la base d'un système de signification compris comme un système de valeurs. Ce sont les opérations d'un sense-making qui font du monde
un mot signifiant lié à la position de l'organisme dans ce système. Si nous sommes couplés à un environnement, cet environnement n'est pas un environnement naturel, c'est un environnement cinétique qui est peuplé d'objets, de normes, d'habitudes, des institutions, des artefacts qui façonnent notre esprit. Alors, ce que j'essayais de faire, par exemple dans ma personne, c'était concevoir, j'ai essayé de concevoir cette activité d'ajout de subtraction comme l'acte d'énonciation, qui est l'équivalent sémiolinguistique du processus de sens-make. Pour la sémiotique, le sens-make est l'énonciation, c'est-à-dire l'acte par lequel nous tentons de relier notre voix personnelle aux 1000 voix personnelles qui circulent dans notre culture et dans notre environnement. Ce qui fait exactement ChatGPT lorsqu'il relie sa voix machinique aux 1000 voix encyclopédiques et stéréotypées, activées par les produits. On va activer stéréotypes. En élaguant la complexité de l'environnement encyclopédique auquel il est couvert. Non, je crois que c'est une idée clé pour la sémiotique, car elle permet de confronter et de réaliser certaines idées de la tradition sémiolinguistique, avec lesquelles on a l'habitude de penser la signification. Alors, le point de départ de la situation de Saint-Smith n'est pas celui du manque de sens, la manque grammatielle, un déficit qui nous pousserait vers une série de transformations narratives. Bien au contraire, il y a toujours trop de sens, trop de signification. Et le problème est de les filtrer, de connecter notre voix aux autres voix présentées dans notre esprit, tout en construisant une niche sémiotique capable de permettre un ensemble d'interactions productives qui minimisent les disons. Alors, vous voyez alors que la confrontation avec l'intelligence artificielle est féconde et nous mène loin. L'opération sémiotique première, que cette nouvelle sémiotique machinique, que les gens commençaient à prévoir, devra considérer, n'est pas le manque de sens, mais l'excès de sens. Le sens est toujours surabondant. Nous sommes jetés dans un monde qui déborde de significations. Et notre première nécessité en tant qu'animaux sémiotiques est de l'élaguer afin de construire une niche sémiotique capable de gérer la complexité de l'environnement en minimisant nos efforts. Pour minimiser, pragmatisme. Nous sommes pragmatistes. Nous nous appuyons sur les langages, nous nous appuyons sur les textes, nous nous appuyons sur les institutions, sur tous ces interprétants qui interprètent le monde avant les sujets. C'est ça que les appels interprétants. Ce sont des unités impersonnelles qui interprètent le monde avant les interprètes. Et nous orientent dans nos sélections contextuelles et circonstancielles dans une direction plutôt que dans une autre. Cette double idée de partir de la relation avec l'environnement, de penser que cette relation définit un couplage encyclopédique structurel dans lequel nous devons élaguer à travers la signification la complexité du monde pour en minimiser les désordres, et qui est l'opération sémiotique fondamentale et des filtrages, page, l'ajout de subtraction et non la manque, nous montre combien les confrontations avec l'intelligence artificielle nous permettent de repenser un peu notre catégorie sémiotique, que nous ne devons pas avoir peur de le faire, car le compte russe n'a rien de plus que l'intelligence artificielle générative. Alors, je vais faire une liste, parce que la liste, j'essayais de montrer la forme constitutive du contemporain. Alors, ce que j'ai entendu, avant tout, partir du couplage avec l'environnement, forme un couplage structurel.
Comprendre que cet environnement n'est pas un environnement naturel, mais c'est un environnement sémiotique, qui est fait de normes, d'usages, de stéréotypes, des énoncés, des énoncés, que nous devons filtrer en les élaborant. Et nous laissons faire ça avant tout aux institutions, aux normes, on est fini. Et reconnaître que l'opération sémiotique première de cet environnement est l'ajout de situation. C'est le coupable. Dans un contexte d'excès du sens, d'excès de sens, non de manque de sens. On est jeté dans un environnement sémiotique où il y a trop de sens. Comprendre que cette opération d'ajout de situation est une opération sémantique. C'est à travers la signification que nous élaborons la complexité de l'environnement. Cet filtrage, cette opération d'ajout de situation, et je reviens au problème de l'expression, de rapport à l'expression de contenu, et je termine, instaure une corrélation participative entre expression et contenu, où les contenus et les termes extensifs et l'expression, les termes intensifs. J'avais ici toute une part qui revenait sur le problème de rapport de situation de contenu. Mais évidemment, je n'aime pas le cas. Mais toutefois, il est clair que si les premières découpes et les découpes des environnements sémiotiques auxquels nous sommes couplés, et si cette découpe s'opère à travers la signification, alors le rapport entre expression et contenu doit lui aussi être référence. Il faut garder à l'esprit, comme l'ont montré aussi bien Eco que Jacques Fontanier dans ses multiples discours, il y a cette très belle notion du fait que la même chose peut être en même temps plan de contenu et après devenir plan de l'expression. Que les plans de la sémiotique sont toujours réversibles et que ce qui est contenu peut devenir expression, puisqu'évidemment, le plan de l'expression est celui de la forme de l'expression, et non de la substance de l'expression. À mon avis, il y a cette confusion. Si cela est vrai, le contenu est un terme extensif, parce qu'il peut occuper des positions. Vous vous rappelez ici, Jemslev, comme lui, il montre les oppositions participatives. Alors, le contenu est un terme extensif, parce qu'il peut occuper des positions dans les rapports qui excèdent la zone de compétence du plan de l'expression. Mais peut aussi, à travers ce que Jemslev appelait une loi de souplance, occuper la position même de l'expression, qui est un terme intensif. Cela, si vous pensez, rend fortement compte de tous les cas de réversibilité des plans, d'interprétation, de connotation, de métasémiotique jemslevienne, les métasémiotiques, les métasémiologies, non? Vous rappelez ça, où il y a le contenu qui devient l'expression, etc. Dans lesquels le plan de contenu fait partie de l'expression d'une fonction sémiotique. En outre, la zone neutre, quand la zone neutre du rapport, la zone C, dans les graphes jomsléniens, est particulièrement adaptée pour exprimer tous les cas d'émotivation, de rate difficiles, d'indécidabilité entre les plans, qui sont constitutives de nombreuses relations hérétiques entre expression et contenu. Le phonosymbolisme, l'intonation achronique, ou les semi-symbolismes entre catégories plastiques et catégories figuratives dans l'analyse du type visuel. Des catégories que vous ne pouvez pas attribuer l'un au plan de l'expression et l'autre au plan du contenu. Le plastique n'est pas l'expression, et le figuratif n'est pas le contenu. Alors, toute culture, en effet, non seulement organise un système du contenu, mais inscrit en son sein, à l'intérieur du système du contenu, une partie propre qui est capable d'exprimer cette même organisation. Il revient au système culturel d'organiser une de ses propres parties qui les exprimera. En ce sens spinozien, c'est l'expression comme quelque chose qui est comme le dentifrice du tout. En les manifestant à travers une fonction sémiotique. Alors, le plan d'expression accomplit exactement cette tâche. L'expression d'une organisation. Et l'encyclopédie, en tant qu'environnement sémiotique, garde la trace
base de cette organisation et de la façon de les structurer. Alors, comme cela est évident, les rapports entre les plans est de nature fondamentalement, à mon avis, participative. Il y a une opposition participative dans le sens de James Levy. L'opposition participative est la forme de relation qui est capable de rendre compte d'un rapport entre des éléments qui n'appartiennent pas à des domaines différents, l'expression de contenu, mais un seul et même domaine, l'environnement sémiotique, dans lequel nous sommes jetés et qu'il convient de découper de toute façon. Vous savez que l'expression de contenu est purement fonctionnelle. Cette fonction. Alors, voilà, je m'arrête. Vous voyez, donc, je pense que penser au sémiotique chimique peut nous mener loin. Mais nous ne devons pas en avoir. Je me réjouis parce qu'on a vraiment bien fait à vous choisir comme nos derniers intervenants pour terminer en beauté cette année. Je te remercie grandement, Claudio. J'ai reconnu j'ai repéré beaucoup de choses que j'étais déjà entendu dire l'année dernière et je vois comment dire, le chemin que tu as fait par rapport à l'année dernière. Je voudrais faire deux petits commentaires et voir ta réaction. Alors, je reviens sur les vagues, c'est-à-dire sur le fait que, d'une certaine manière, la machine répond à travers comment dire, un fonctionnement qui, pour les modèles de diffusion qui me concernent, on appelle des débruitages. Mais bien sûr, avant les débruitages, il faut apprendre la machine à bruiter. Et donc, ça, c'est très important, je pense. C'est quelque chose que tu n'as pas souligné, mais évidemment, on peut prédire. Pardon? Je n'ai pas de compétences. Non, mais on peut prédire grâce au fait qu'on a construit des obstacles à la machine, disons. Ça, c'est très important. Quand tu parles justement de ces, je l'appelle débruitage parce que disons c'est d'une certaine manière sélectionné, c'est d'une certaine manière une sélection pour prédire au mieux. Je voudrais savoir quel espace tu donnes au poids et à la température. Pour moi, c'est très important. On en a parlé peut-être peu cette année, et du système de poids et de la température. Mais je pense que pour comprendre les choix, effectivement, que la machine opère en nous donnant une réponse, nous devons forcément prendre en considération les poids et la température, parce que ce sont quand même eux qui dirigent, entre guillemets, l'argumentation de la machine. Donc, je voulais t'interroger sur cela et aussi rebondir sur la question de la soustraction. Je m'en suis rendu compte que pour comprendre la logique de la machine, il faut soustraire. C'est aussi du point de vue de l'interprétation que nous tentons de faire de la machine, c'est-à-dire dans nos tests avec la machine, et c'est par, d'une certaine manière, un ajout de soustraction qu'il faut agir ou que j'ai essayé d'agir. Oui, bien sûr, pour minimiser les autres voies, tu dis. Oui, dans mon cas, par exemple, sur les styles, j'ai dû, pour essayer de comprendre comment la machine fonctionne, j'ai dû diminuer la complexité et le chaos, et je l'ai fait à travers les prompts sur les styles. Une fois que j'ai vu comment ça fonctionne, les différents styles qui ont des références très reconnaissables, j'ai aussi compris que pour avoir un avis sur le style du modèle, c'est-à-dire sur les comportements du modèle, il faut essayer de soustraire tout ce que nous avons reçu comme réponse pour les différents styles. Tu vois, d'une certaine manière, on obtient
les styles du modèle par soustraction de tous les styles régionaux, de tous les styles des différentes parties de l'espace latin. Et donc, je pense que cette question de la soustraction est utile aussi, non seulement pour comprendre comment la machine agit, mais comment nous pouvons tester la machine pour comprendre son fonctionnement. C'est tout. À toi la parole. Oh, oui, ouais, c'est trop pour moi. C'est trop. C'est très technique, peut-être que tu connais très bien. C'est bien, ce sont des formes de valorisation, la température, etc. Ce que tu me disais, me faisait venir un petit peu, parce que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup étudié ça, mais il y a ici Marie qui veut aussi vous aider. C'est un peu. Bon, dans ces choses, c'est un peu comme les systèmes dynamiques, non? Les poids peuvent être pensés comme des apporteurs, de quelque façon, non? Tu peux traduire tout ça dans théorie du système dynamique qui sont pas mal au cœur de l'action, non? L'action, c'est exactement ça. Varela essayait de faire théorie anti-représentationnaliste de la condition fondée sur les systèmes dynamiques, c'est ça. Alors, le problème, c'est que dans tout cette ingénierie, il y a par contre cette idée un peu représentationnaliste de faire des choses. Mais toute la chose de l'embedding, Denis faisait un colloque sur la mesure. C'est en quelque façon, je pense qu'un peu que vous a parlé de ça, non? C'est un peu comme un système de traduction généralisée de toutes les choses. Alors, la force, c'est en fait, retrouver un équivalent général. La différence va dans des, je l'appellerais des ontologies régionaux, et que tu peux penser dans un sens topologique. Alors peut-être que ce que tu es en train de faire avec les catégories régionaux, c'est un peu théorie du système dynamique. Peut-être que ça peut être utile à modéliser, tout ça. Mais ce n'est qu'une réaction, ce que tu dis, parce que toi, tu travailles beaucoup plus que moi. À mon avis, vous avez compris très bien c'est mon chemin, ça veut dire pas être trop humaniste, pas être trop prendre sérieusement tout ça, et voir ce qui se passe quand on prend sérieusement tout ça, et c'est les catégories que nous avons établies pour étudier autre chose, hein, marche, ou on doit faire des autres choses. Hein. Et on est très bien de faire des autres choses. On a fait ça. Je me rappelle quand Jacques a écrit le livre sur les pratiques, c'était exactement ça, non? Au fond de ça. Et alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus important sur ça. Hein. Et alors, je pense, moi, j'étais étonné pour lire l'écho, parce que lui, il a cette idée du codage de circonstances. Ce n'est pas en question, les circonstances et les codages ne sont pas empiriques, ce sont les codages des empiriques. Parce que lui, il fait cette code des circonstances, cette code des contextes, etc. Et ce code, c'est les pragmatismes de Peirce, pas les pragmatismes de James. Ce ne sont pas les effets pratiques, ce sont les codages des effets pratiques. Et je pense que la machine marche exactement ça. Alors, pour moi, les concepts clés pour peut-être penser tout ça, c'est un peu les concepts de stéréotypes, comme un type. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que ton code, le stéréotype a de mauvaises presse, bad presse, mais c'est crucial, c'est une chose parce que nous, on s'appuie à ça. Alors, je pense que ça, c'est au cœur du fonctionnement de l'intelligence artificielle contemporaine. Alors, c'est quelque chose qui peut-être qu'on peut... Mais c'est pas un fait. Peut-être, Massimo, peut-être quand il a dit non, que bon, ChatGPT, c'est pre-trained. Massimo a montré très bien dans son intervention que ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on lui donne les catégorisations que nous avons. Alors, c'est un agencement. Ce n'est pas... Alors, peut-être qu'on doit... mais c'est que je vais
essayer de répondre, parce qu'il y a aussi une question de Massimo. Alors, j'essaie de répondre à la question pour Massimo. Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit, non, ce peur, c'est structuralise la différence, la diversité. Alors, la réponse la plus heureuse, c'est d'arrêter tous les deux. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui est central, c'est la couple praxis-énonciative et stéréotypes, habitudes, normes, toute cette partie du pragmatisme partiel, hein, de l'idée de l'identification du signifié avec des régularités qui marchent bien. Alors, moi, je travaillerai pour répondre à la question sur la couple praxis-énonciative comme Anthony Zilberberg et pragmatisme. Alors, ni le blanc. Merci beaucoup, Claudio. Alors, le premier qui a levé la main est Yves-Marie. Ensuite, je pense, si je me suis bien orientée, Rossana, qui avait déjà une question. Ensuite, Aluminé. Je pense que si vous voulez, vous pouvez aussi revenir aux questions pour Massimo, si vous voulez. Donc, Yves-Marie. Ah, Flavia. Marie, je Rossana, Aluminé. OK, Yves-Marie. J'ai bien compris. Pour l'idée qu'on ne peut pas tracer en quelque sorte de ligne, différence établie entre ce que font ces machines, ce qu'elles sont appelées à faire, et ce que nous-mêmes faisons, parlant, traçant des images, etc. Alors, moi, une phrase, c'est que tout dépend du langage des. Si tu prends le langage des processus, le langage matérialiste, tu parles d'un cadre de langage en même temps dynamiciste, au sens comme ça pur, qui a été mathématique, par exemple, il est absolument normal qu'il n'y ait pas strictement aucune différence, a priori ou définitive, entre ce que nous appelons machine, qui est là, et puis une production. Il y aura des différences, je vais dire, après analyse du détail, il n'y aura pas de différence essentielle. Maintenant, je reviens à ce que j'ai tout à ton discours au début sur l'action, sur tout ce qu'agir. Non, là aussi, si acteur, c'est je dis que moi aussi, avec la gravitation, c'est l'action à distance. Mais en le cas présent, on a affaire à des vivants. On va entièrement de toute leur existence dans chacun de leurs actes. Tu l'as revu dans Varela. Le sense-making, c'est le fait d'attirer l'attention, en quelque sorte, sur quelques plages du couplage, en quelque sorte, qui valent comme décisifs ou retenant point d'attention à tel ou tel moment. Bon, mais même Varela, comme il reprend les thèmes de la phénoménologie en les naturalisant, en les réinscrivant, c'est ce qu'il doit faire dans un contexte biologique matérialiste, fiscaliste, même s'il le fallait, normal que là aussi, tu puisses effacer toute différence. Quand tu prends l'action humaine, elle est expression, non pas de quelque chose d'intérieur, extérieur, avec quelque chose, en elle s'exprime un désir, vraiment, une structure triangulaire avec un autre, etc. Donc, un objet qui ne perd jamais la marque de l'autre dans le fait qu'il retient notre attention. Donc, on peut énumérer toutes sortes de choses qui, pour l'instant, n'ont rien à voir. Or, il me semble que, j'arrive là-dessus, le mot sémiotique peut s'entendre en deux versions. Soit on dit que c'est une sorte de discipline, un cadre de concept. Mais en fait, ce cadre de concept part toujours d'un flux de ce qu'on appelle signes, c'est-à-dire ces espèces de dépôts plus ou moins segmentés et récurrents qui organisent le sense-making d'un être vivant. Alors ça, à ce moment-là, la sémiotique, c'est un ensemble de catégories et ça part toujours, en quelque sorte, ça a déjà supprimé le lien avec l'existence du vivant. Par définition. Donc, on va pas, aucun concept sémiotique ne pourrait effacer les différences. On peut faire des faits pour effacer cette différence, éventuellement dans un concept de signe d'interprétation, comme le Chez-Sens. Donc, maintenant, sémiotique peut être un nom propre. C'est le nom propre que l'on donne à ce phénomène, comme ça, pour vous voyez, que ce qui fait sens de toute façon dans l'ouverture de la vie pour l'être vivant, tout à coup, en quelque sorte, s'articule en forme sur des valeurs. Des valeurs dépendant de d'habitudes, d'institutions, de transactions qui ont une forme de régularité. Donc, c'est le passage
d'un sens préalable à toute valeur à un sens tributaire de valeur, un jeu sur la valeur, qui est le commencement de la sémiotique. La sémiotique désigne ce moment, je crois que c'est le genèse, où on passe du sens de la vie, du sens d'une vie, hein, à un sens qui est celui des valeurs conciliées en les formes tributaires, réglées, etc. Alors, donc, j'allais dire, tout dépend de ce qu'on entend par sémiotique. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait du sens non catégorisable, dont nourricier pour la sémiotique, et dont la sémiotique ne peut pas entendre. On peut juste projeter dans un système de catégories en usant du fait qu'il y a des systèmes réguliers et de formes relativement bien cernées qui font signe, qui font valeur. Et elle ne peut pas rendre compte de ce dont elle dépend. Mais elle peut se souvenir d'un en dépend. Or, pour les machines, nous nous en souvenons. Nous avons du mal à considérer que ça fait sens parce que ces machines n'ont pas appris à parler en parlant, elles n'ont pas appris à parler en vivant, etc. Et elles n'ont pas mis le tout de leur existence dans le moment où elles commencent à apprendre à parler, ou à texter, ou à communiquer, etc. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Et en réalité, ce que j'essayais de dire, c'est exactement, ça veut dire, on sait très bien qu'ils sont différents. Ils sont tout à fait différents. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, sémioticiens? C'était ça, c'était poser le problème. Alors, la réponse, c'est que peut-être il y a beaucoup de choses humaines dans le fonctionnement de la machine, parce que c'est nous qui pouvons s'entraîner. Alors, il y a beaucoup de machines dans notre fonctionnement cognitif. Non, moi, je pense vraiment qu'Andy Clark a touché un point évolutif fondamental. Ça veut dire, nous, on est transité d'être, nous, on a les gènes de ce qu'ils ont été prédits, hein, et on s'est transformé dans les plus grands prédateurs du planète, ça vient faire à notre corps. Parce que nous, on a les mêmes corps de Pléistocène quand on est évolué. Comment on a fait? On a fait en déléguant à l'environnement des choses qui, si on les aurait fait dans notre tête, dans notre corps, etc., on l'aurait fait pire ou ils auraient demandé plus d'efforts, etc. Alors nous, on a, depuis le Pléistocène, cette attitude machinique à déléguer à l'environnement et à construire des machines avec lesquelles s'enchaîner et penser dans l'environnement. C'est la nation, mon avis. Et alors, peut-être que ça, c'est pour ça que j'ai essayé de formuler un peu les principes de parité de Clark en sémiotique. Hein? On peut faire ça aussi quand on fait de la sémiotique de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un parcours. Hein? Mais ça m'intéressait. Merci Claudio. Alors maintenant, essayons d'être plus, comment dire, bref. Je m'adresse à Rossana et à Claudio aussi. À toi. Très brièvement, j'ai une question qui m'amène de Claude et après à Marc. Je suis contente que tu aies parlé de la dimension pragmatique du sens parce que je pense que c'est vraiment le point aveugle du fonctionnement des IA et qui nous permet de voir, je serai très brève, donc au cas où, désolé pour le couper à l'âge de raisonnement. Je pense qu'il y a un fonctionnement humain qui permet la construction pragmatique du sens par un boîtier d'environnement. On a un environnement sémiotique qu'on partage, on a un environnement institutionnel qu'on partage partiellement, on a un environnement social, etc. Ce qui fait que la dimension pragmatique se glisse d'environnement en environnement et va compléter en fait cette dimension de l'écart qui apparemment fuit au processus machinique. Donc, je me demande, donc la question que je te pose, et merci d'avoir repris le T2E, je rappelle, il n'a encore pas été traduit en français. Ah oui, donc ça fait 50 ans qu'il est là,
et qui échappe à la jonction entre sémiotique, sémantique disons, et pragmatique. Donc, au bout d'un moment, il faudrait y remédier d'une manière ou d'une autre. Et donc, ma question, est-ce que, en fait, cette dimension, cet aveugle disons, cette dimension pragmatique n'est que le produit d'un aplatissement de l'idée d'environnement sémiotique dans les machines. Et ça m'emmène à ce que je voulais demander à Massimo, et que je vois dans le discours de Massimo, il y a une réalisation vraiment de l'idée de lieu discursif. Lieu discursif comme non seulement donc, un environnement sémantique fermé, mais aussi lieu discursif dans le sens que tous les lieux ne se valent pas. Tu as fait l'exemple, par exemple, des manuels. Donc, il y a des lieux discursifs institutionnels qui pèsent plus dans le repérage parce qu'ils sont plus visibles, plus repérables, etc. Ce qui fait, tu as utilisé le mot juste à la fin, je pensais à des hégémonies discursives. Donc, finalement, on est dans un régime, donc les régions deviennent des discours hégémoniques qui deviennent des environnements sémiotiques fermés qui peut-être échappent à cette dimension d'emboîtement d'environnements autres, donc qui les rend aveugles et donc peut-être fermer les uns par rapport aux autres. Pardon pour j'ai coupé à la hache tout le raisonnement, mais voilà. Moi, très vite, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajoute seulement que cette façon, c'est un peu qui est vraiment partagée par tous. Bon, cette façon de plus ou moins, c'est très bien dit. Ça vient de la philosophie analytique. C'est la séparation entre sémantique et pragmatique. C'est l'idée que la sémantique, c'est la condition de vérité. Alors, tout le reste, c'est la condition de pragmatique. Alors, si c'est la séparation entre l'action et la pensée, de là-bas, c'est cette idée que la pensée qui se internalise, c'est la computation de la représentation, l'action, c'est l'output. Je suis d'accord. Je suis un peu fatigué, donc j'ai tendance à dire des choses hyperboliques. C'est justement une conséquence de la fatigue dont je parlais. Et alors, ces fluctuations de la production du sens dues aussi à des régimes énergétiques, je crois qu'ils jouent un rôle important dans l'évolution des cultures, dans la formation et dans l'évolution des cultures. Alors, je me demande si une intelligence, disons, au niveau énergétique toujours stable, donnerait lieu aux mêmes configurations culturelles. Parce que maintenant, nous sommes encore dans la phase de l'imitation. Peut-être que cette phase disons, donnera lieu à une autre phase qui ne sera pas seulement celle de l'imitation des cultures humaines, mais effectivement, en cela, je trouve l'intérêt d'une perspective que j'ai aussi un peu adopté, de considérer cette intelligence artificielle plutôt comme une espèce nouvelle, comme une nouvelle espèce. Et donc, du coup, je crois qu'on devrait vraiment s'intéresser beaucoup plus à la zoosémiotique, beaucoup plus, disons, à ce carrefour, ces croisements plutôt aux années 60 entre éthologie et sémiotique, parce que là, ce qu'il faudra faire dans quelques années, c'est une sorte de nouvelle éthologie informe sémiotique. Mais sans toutefois oublier quelque chose qui nous est souligné plutôt par la sémiotique des cultures. C'est une nouvelle espèce qui est un peu créée comme les espèces dont je parlais, je parle ici de la biologie régénérative, c'est-à-dire elles sont d'un côté des produits d'expériments assez casuels, hasardeux, mais de l'autre côté, ils sont régis par une biologie précise, c'est-à-dire une idéologie qui, après tout, moi je veux dire de façon très hyperbolique et très grossière,
a une relation très forte avec l'idée des remplacements. Alors, pour améliorer l'humain, on construit un humain artificiel qui cependant n'a pas toutes les caractéristiques de l'humain, a les caractéristiques de l'humain qui sont fonctionnelles dans cette opération de remplacement. Par exemple, la régularité, la confiance, la stabilité du niveau énergétique, etc. L'humain qui est pris un modèle pour cette construction n'est pas un modèle décentré, fluctuant, vulnérable. Mais je me demande cependant si ce modèle humain qu'on a pour créer les remplacements et l'artificiel n'est pas des conséquences très profondes à long terme. C'est une super espèce qu'on projette. Mais nous, on n'est pas une super espèce. C'est-à-dire, oui, on a eu beaucoup de succès dans l'évolution, mais quand même, on est conscient, je crois, du fait qu'il y a aussi une autre partie de nous qui n'est pas représentée par ce projet d'imitation. C'est pour ça que récemment, j'ai beaucoup étudié l'imitation. Alors, c'est vrai que les enfants, ils deviennent des êtres sémiotiques aussi en imitant. Claude connaît très bien ça. Mais est-ce que c'est le même type d'imitation? Moi, je ne crois pas. Merci beaucoup. Aluminé, à toi la parole. Je voudrais remercier énormément pour cette conférence super inspirante. Je vais essayer d'organiser mes pensées, mais surtout dans ton exposé, Claudio, je pensais, et j'ai fait la publicité, au numéro qu'on va sortir avec Enzo D'Armegno et Cristina Botto sur Signata, l'annonciation spatiale à l'ère numérique, et qu'on en avait lu les articles, discuter tous les articles qui viennent d'une partie du modèle, du centre cognitif, etc. On a dû revenir à l'interactionnisme goffmanien, c'est-à-dire finalement, tant l'énonciation de la magie, moi, je peux parler du côté du monde de l'art, comme les personnes qui interagissent avec cette nouvelle œuvre d'art finissent à faire disons la même chose. Ils découpent les possibilités d'action, ils essaient de prévoir et de produire une réponse à l'intérieur de certaines possibilités. Donc, ce que tu disais du couplage de l'organisme avec l'environnement, je pense que tu faisais aussi référence à la notion des circuits de Pierluigi, comment l'essence passe dans chaque sphère. Pour nous, a été très intéressante, mais à moi particulièrement, la chose qui me touche avec tout ce que tu as dit sur une nouvelle sémiotique, c'est aussi une nouvelle sémiotique pour le monde de l'art, parce que pour la sémiotique de l'art, parce que maintenant, et c'est très intéressant aussi comme point de vue, il y a des artistes comme Annie Karji qui ont généré des êtres vivants qui flottent dans l'espace d'exposition, qui apprennent l'un de l'autre, qui apprennent aussi des visiteurs. Donc, les artistes exposent cette autre intelligence possible qui a l'intelligence artificielle. Alors, je me demande, comme sémioticienne de l'art, comment on peut étudier ces œuvres d'art? Parce que c'est plus la sémiotique visuelle, c'est plus la sémiotique traditionnelle ou entre guillemets, non, où on peut analyser un tableau. Est-ce que la réponse, c'est justement d'étudier l'espace d'exposition et les interactions entre les machines et les êtres humains. Donc, définitivement, on a besoin d'une vraie sémiotique. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas un expert de l'art, de tout ce que tu dis, alors je ne sais pas entrer dans les détails, de quelque façon, mais je pense que oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire. Ce que je peux dire, ce n'est que, je l'ai dit au début, que c'est à vous de faire ça. Alors, c'est les jeunes sémioticien qui, pour moi, forcément, vous allez travailler dans toutes ces belles directions. Nous, on peut vous aider non, vous donner des places pour faire ça, des occasions pour faire ça. Et je te remercie si tu penses que ce que je dis peut être utile pour ton travail.
Oui, C'est la meilleure chose c'est exactement ça qu'on travaille. C'est que tu fais plaisir à quelqu'un d'autre. Et pour moi, non seulement je te remercie énormément de former avec Tracy Emin, que c'est une artiste que j'adore aussi, mais surtout. Tu vas l'acheter, Tracy Emin. tu vas l'acheter. C'est très travaillé. Non, mais surtout parce que franchement, former avec cet ordre-là fait beaucoup de sens, non seulement en communication, sinon aussi au séminaire, parce que finalement, Tracy Emin, qui est une artiste qui travaille beaucoup l'intimité et la reproduction de l'intimité, mais elle a besoin d'options quelques œuvres d'art et l'autre qui était nettoyée à l'artiste, je pense que c'était les livres. Elle a fait un livre où il y avait plein de choses, c'était les camps de nettoyer. Avant qu'elle avait fait Satan avec tous ses amoureux. Et alors, je te veux dire, l'intelligence artificielle fonctionne très bien parce qu'elle était déjà artificielle. Et Tracy Emin, comme elle dit, tu n'as pas touché my soul. C'est vraiment parce que tous ces amants ont reproduit la performance de l'amour qui était vraiment, si on veut, la même chose que ChatGPT qui nous imite. Et alors, ma question, en fait, c'était qu'est-ce qui se passe avec l'articulation de ChatGPT au téléphone portable, où plein d'usagers demandent de traduire ou bien améliorer ces énoncés pour communiquer avec un ami, avec un chef, avec un collègue, etc. Est-ce qu'à partir de tous ces travaux que tu as mentionnés, on sait déjà si ChatGPT est capable de copier notre propre style? Parce que finalement, on a des difficultés pour interagir avec les autres à cause de notre style personnel qui nous fait un peu maladroite, etc. Et finalement, je me demande ça, s'il est capable de finalement copier mon identité pour médier ma relation avec les autres. Et ça, je me demande parce que j'ai une copine espagnole que ChatGPT avait commencé à lui parler espagnol argentin et elle lui a dit « Je t'interdis de me parler argentin ». Donc alors, il y a cette écho de confirmation où finalement, la machine parle comme moi et moi, je parle comme moi à la machine. Et alors, comment je vais interagir avec les autres si finalement, je ne sais pas si c'est auto-réflexive, si je peux réfléchir à moi-même, ou si finalement, je vais parler avec moi-même dans ce miroir déformant et je ne pourrai plus interagir avec les autres. Donc, c'est plutôt ça. Merci. Non, c'est une question qui va dans plusieurs directions, donc je vais en choisir une. Mais je ne vais pas répondre directement, je vais répondre par une anecdote. Une anecdote. La semaine dernière, à Hambourg, en Allemagne, j'étais dans un séminaire avec des artistes et qui venaient un peu de partout en Europe. Et il y avait aussi une artiste libanaise qui est maintenant à Marseille, dans les centres d'études avancées, IMERA, qui s'appelle Rania Stéphane, qui a vécu un fait traumatique terrible dans son enfance, c'est-à-dire sa mère qui a été tuée par une autobombe lancée contre un centre culturel palestinien qui était devant le bâtiment de son appartement. Et donc, elle construit des films, des courts-métrages, des moyens-métrages pour raconter ça. Et on les a vus ensemble, on les a lus ensemble, on a réfléchi ensemble sur cela. Et moi, je me disais, ça, c'est une façon de raconter ces traumatismes qui serait impossible par l'intelligence artificielle. Du moins maintenant, du moins aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un tel travail d'invention, de forme, de mise à distance et de travail sur l'inefficacité, c'est-à-dire la conscience du fait que la parole la plus efficace à l'apparence n'est nécessairement pas la plus efficace de la substance. Alors, ce travail de mise à distance est très humain, encore. Je ne veux pas dire que ça puisse pas être imité, ouais, bien sûr, tout peut être imité. Mais de là, je me suis dit,
vraiment le travail avec les artistes, ce type de travail, c'est-à-dire un travail où on n'essaye pas nécessairement d'apprivoiser sémiotiquement les artistes, ni on choisit des artistes qu'on puisse sémiotiquement apprivoiser, mais de quelque sorte, avoir des interactions avec des artistes qui nous plongent dans une complexité qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Ça, c'est très important. Ça nous donne de la confiance aussi sur notre rôle, disons, éthique. Hein. Donc voilà, je vais répondre de cette manière-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, brièvement, parce qu'il faut clôturer, partir, laisser la salle, mais vas-y, Flavia. Je dirais, parce que mon français n'est pas Parfait. très bon. Je voulais remercier beaucoup pour votre intervention, le professeur Paolucci. Donc, je reviendrai sur les conséquences de votre intervention. Donc, pour le professeur Paolucci, si vous pensez qu'il existe un risque que si nous acceptons cette inversion et l'impossibilité de partage entre intelligence et action, s'il y a un risque que les intelligences que nous considérons de la machine deviennent la mesure de notre intelligence au contraire. Donc, par exemple, je pense entre les tests éducatifs, il y a tous les tests standardisés et les IA sont perfectement capables de supérer. Donc, quelles sont les conséquences? Je fais... Ben oui, bien évidemment que nous, il faut faire vraiment attention sur ça et on a vraiment un problème. Alors, ça veut dire, nous, ce que tu dis touche un point qui est vraiment important, à mon avis. Et ce qu'on dit, ce qu'on fait avec l'IA, c'est une chose de haut niveau, je veux dire, non? Et parce que nous, on réussit à faire des autres choses dans le niveau. Notre enfant et les étudiants à l'école font des autres choses, no? En italien c'est bassa cucina, no? Je ne sais pas comment traduire ça. Et alors, c'est vraiment quelque chose qu'on doit, c'est un problème qu'on doit poser. C'est qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas faire sembler que rien ne se passe parce qu'ils sont en train d'utiliser tout le temps. Alors, il faut convaincre. Et c'est aussi pour ça que la sémiotique machine il est très important parce que nous, on a peut-être des choses à dire sur ça. Et alors, il faut qu'on va un peu penser, théorie aussi pour intervenir dans un débat qui va être posé sur l'école, sur les thèses de doctorat. Nous, on a déjà eu des cas qui sont bien évidemment. Alors, à qui sont les idées? Alors, il y a un sens qui s'est fortement possible que c'est une idée sans accent personnel, moi je fais. Alors, c'est toujours question de mesures. Hein. Non, mais il faut faire attention. C'est l'anthropocentrisme, je ne sais pas comment dire, le machine-centrisme, serait encore pire peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu l'attention anthropologique essentielle. Ça veut dire, là, c'est bien évident qu'on est différent. Alors, il ne faut pas donner des jugements, des valeurs là où les choses sont faites différemment. Il faut travailler sur ça, c'est ça. En conséquence, si les formes de politisation sont définies par la culture, comme souvent, il arrive quand nous passons ces pages entre l'anthropologie du prompt écrit par Bing militaire avec les modèles sociaux. Si nous avons les mêmes efficacités dans les cours et dans l'espace moderne.
Donc, qu'est-ce qu'il y a qui arrive à toutes les langues minoritaires qui sont même moins représentées entre les Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est un passage que je n'ai pas lu de mon texte, mais c'est justement sur la pluralité des politesses, sur la pluralité des cultures, des discours. Par exemple, bon, nous, on est italiens, on sait que dans le sud d'Italie, il existe des choses qui s'appellent cérémonies, non? Les cérémonies. Et alors, lorsqu'on termine un repas, on vous dit, bon, vous voulez encore quelque chose? Vous dites non. Alors, là, il faut pas accepter ces non. Il faut réitérer l'offre. Il faut réitérer au moins 3 fois. Et à la fin, il faut accepter. Et donc, ça, c'est le problème des dîners chez les grands-mères en Italie, c'est-à-dire, il n'y a pas d'espace pour les non. C'est la grand-mère qui décide quand terminer, c'est pas toi. C'est pas toi qui manges. Voilà, c'est aussi une façon de gérer la relation. Comme en Iran, il y a une forme extrême de politesse rituelle qui est le torof. Et les torof, c'est tout à fait inexplicable du point de vue disons, des régimes de politesse qui sont représentés dans ChatGPT parce que c'est un rituel de politesse extrême, non, qui arrive jusqu'à la paralysie. On peut se paralyser devant une porte en disant befama, 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 et personne ne va rentrer. Donc, c'est tout à fait inefficace du point de vue pragmatique. Mais ça, cette variété, ça fait un peu partie de l'humanité. Donc, la politesse peut être une chose bonne en soi, peut être efficace dans les interactions, etc. Mais lorsque nous mettons en place cette interaction polie avec ChatGPT, nous nous instruisons et nous nous conformons avec un style particulier de politesse. Donc, et il y a toujours ce petit phénomène dans nos interactions avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'un côté une homologation et de l'autre côté un apprentissage à l'homologation qui n'est pas tout à fait conscient et qui marche de façon différente par rapport au type d'homologation qui se passe entre les êtres humains. Alors, nous avons tous des maniérismes, par exemple. On découvre à un certain âge qu'on a des maniérismes de son propre père ou de sa propre mère, ou des maniérismes des professeurs qu'on a admirés, par exemple, des gestes, des façons de dire, même des pensées parfois. Mais quand même, on doit l'oublier de quelque sorte. On ne doit pas tout à fait en être conscient parce que avoir ces maniérismes, mais en être en même temps inconscient, ça a un rôle, encore une fois, dans l'évolution des cultures. Et encore une fois, c'est une fonction de l'oubli. Il faut oublier qu'on imite les autres. Voilà. Chers amis, mille merci. Ça a été une séance hyper riche. Alors, Juan et moi, on vous donne rendez-vous le 12 novembre prochain. Voilà. On a déjà la date de la prochaine séance. Évidemment, notre thématique sera déplacée par rapport à ce que nous avons fait ici cette année, mais on continuera bien sûr avec la praxis énonciative, notamment avec ce que tu disais et que nous avons repéré dans le nucléus, disons, du stéréotype. Nous continuerons aussi sur l'intelligence artificielle, mais en prenant, comme le disait l'autre jour Denis à notre réunion, en faisant un pas en arrière, en prenant du recul d'une certaine manière, parce que ce qu'on veut travailler l'année prochaine, c'est l'automatisation du langage et aussi les mettre en relation avec les automatismes, en prenant aussi en considération d'autres espèces, d'une certaine manière, qui sont les espèces, vous parlez des biosémiotiques, on voudra aussi faire une
Même les une philosophes comparaison entre automatisme, automation et automatisation. Très bien. Je me résumé au plus propos. Ouais. Voilà. Nous allons travailler sur l'automatisme à partir, en fait, tout est devenu à partir des travaux de ces dernières années. On a vu très bien à partir de la question de l'intelligence artificielle, l'objet de l'automatisme, l'automatisation s'est posé. Donc, c'est ça qui est notre objet. Et de là, vers l'objet de la stéréotypie, producteur de la stéréotypie, et peut-être aussi vers, comme on disait l'autre jour, production d'idéologie. Là, ça serait la syntaxe de notre... Oui, oui. Donc, on espère que ça nous intéressera et on espère qu'on vous sera avec nous. On a été heureux avec vous. J'espère Donc, vous heureux avec nous. Donc, on veut vous voir. On ne quittera pas. Bon, alors, merci à tout le monde, aussi en distanciel, et on se retrouve le 12 novembre. Merci beaucoup, beaucoup. Bien. À vous, les fidèles, Rossana, Denis, Yves-Marie, Pascal et tous les autres, Loubinet, Flavia, Yves-Marie, Jean-Pierre, et je ne nomme pas tout le monde, mais aussi les jeunes qui nous ont rejoints cette année, qui viennent de loin. Mais Voilà. on finit pas tout à fait parce qu'on se revoit à 19h pour faire une petite soirée chez moi. J'ai envoyé mon adresse, le code à toutes les personnes qui jouent le numéro de téléphone. Donc les autres, je vous les partager entre vous. Ceux qui n'ont pas reçu, c'est certain. Voilà, vous pouvez le partager aussi dans un intérêt sur un papier. Et merci beaucoup à Maria Giulia. Sì. Ciao, ciao à tout le monde. Bonne soirée.